L'éducation vous est présentée par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. L'éducation populaire, des termes que tout le monde connaît sans vraiment savoir à quoi ils réfèrent. Pourtant, celle-ci est partout dans le parcours de vos enfants et est même fondamentale. En quoi consiste l'éducation populaire et quels sont les dangers qui pèsent sur elle? On en parle avec nos invités. Donner envie aux jeunes d'apprendre et d'entreprendre pour que l'avenir professionnel ne soit plus une crainte, c'est le projet de notre invité dans la seconde partie d'émission. Et puis comme chaque vendredi, Loïc Landreau vous déniche les meilleurs spots pour sortir avec vos enfants ce week-end. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ces nouvelles révélations autour du rectorat de Versailles qui aurait envoyé d'autres lettres menaçantes à des familles qui dénonçaient des faits de harcèlement ou de violence sexuelle. Témoignage d'un père en colère à nos confrères de BFM TV. Il y a quelques mois, il avait signalé des attouchements de la part d'un animateur périscolaire sur sa fille de 11 ans, mais le rectorat lui avait sèchement répondu que les procédures dans ce type de cas avaient été respectées, l'enjoignant à adopter une attitude constructive et respectueuse envers la communauté éducative. Et si cette formulation vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, puisque c'est le même paragraphe, mot pour mot, que celui qui figure dans la lettre envoyée aux parents du jeune Nicolas qui s'est donné la mort le 5 septembre dernier sur fond de harcèlement répété. Mais c'est terrible. Mais est-ce qu'on en sait plus sur ce qui s'est passé sur cette jeune fille de 11 ans? Oui, en fait, au retour de la cantine, une de ses enseignantes l'emmène voir la directrice de l'école. L'adolescente raconte avoir subi des attouchements et sur BFM TV, le père de la jeune fille affirme que la directrice ne l'a pas prévenu, ni lui, ni les autorités. Elle refusera même de s'expliquer et face à la colère des parents, elle demande la protection fonctionnelle. Après un entretien avec le responsable municipal en charge du personnel périscolaire, la famille porte plainte contre X. Elle s'indigne également par mail auprès de la directrice, du maire de la ville et du rectorat. Pas de réponse donc du rectorat pendant 2 mois jusqu'à cette lettre menaçante qui ressemble donc trait pour trait à celle reçue par les parents de Nicolas. Et ce ne seraient pas les seules familles concernées? Malheureusement non, puisque ce matin dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur, de l'Éducation affirme que d'autres courriers du même type ont été envoyés dans plusieurs affaires du même type. Et face à ce constat, Gabriel Attal se rendra lundi matin au rectorat de Versailles pour faire le point avec le nouveau recteur récemment nommé. Et ensuite, il s'exprimera sur la teneur du rendez-vous. Et il compte bien justement apporter des solutions concrètes contre le harcèlement. Nos confrères du Parisien ont d'ailleurs révélé les premières pistes envisagées par le ministre. Oui, l'annonce du plan anti-harcèlement, ce sera pour mercredi prochain. Mais voici effectivement les premières orientations qui seraient proposées. Gabriel Attal veut d'abord agir sur le cyberharcèlement en contrôlant l'âge des adolescents sur les réseaux sociaux pour éviter que les moins de 13 ans disposent de comptes avec lesquels soit ils harcèlent, soit ils sont harcelés. Et pour ce faire, il veut s'appuyer sur EduConnect, qui est évidemment cette plateforme numérique de l'éducation nationale qui est déjà utilisée par les adolescents pour recevoir leur passe culture. Ensuite, il souhaite instaurer un couvre-feu numérique de 18h à 8h du matin pour les élèves soupçonnés ou reconnus coupables de cyberharcèlement. Il demande également à ce que les téléphones des harceleurs soient confisqués sur saisine du juge pour enfants, une façon d'agir vite, alors qu'un projet de loi porté par le ministre de la Transition numérique prévoit de bannir des réseaux sociaux pendant 6 mois les auteurs de cyberharcèlement et 12 mois en cas de récidive. Enfin, sur le terrain, Gabriel Attal veut créer des brigades anti-harcèlement dans chaque académie. Elles seront composées de fonctionnaires de l'éducation nationale, inspecteurs, psychologues ou contractuels qui sont formés à ces problématiques. Retour maintenant sur les récentes évacuations de collèges et de lycées après des menaces d'attentats. Plus d'une centaine d'enquêtes ont été ouvertes partout en France. 42 évacuations ont été recensées par l'éducation nationale depuis le début de l'année. Des messages de menaces envoyés par mail ou via le piratage des espaces numériques de travail. Et pour l'intégralité des faits, il s'agissait de fausses alertes lancées par de jeunes hackers destinées à perturber bien évidemment le bon déroulement des cours. 3 adolescents de 14, 15 et 17 ans ont d'ailleurs été mis en examen en février dernier pour
37 fausses menaces à eux seuls. 2 autres l'ont été en juin pour 27 faits similaires. En tout donc, ce sont plus de 100 enquêtes qui ont été confiées à différents services de police partout sur le territoire. Direction Mayotte, département le plus pauvre de France, où une sécheresse historique perturbe l'éducation des enfants. Hier, au moins 5 collèges, 2 lycées et une école élémentaire ont dû renvoyer les enfants chez eux, tout simplement parce qu'il n'y avait plus une seule goutte d'eau potable disponible. Et quand il y en a dans les robinets, eh bien regardez à quoi elle ressemble, de l'eau boueuse, croupie. Et il est donc impensable d'accueillir des enfants dans de telles conditions. C'est une situation qui est tout simplement due, si on peut dire, au manque de pluie cette année. Résultat, pour faire des économies d'eau, eh bien l'État a intensifié les coupures ces derniers mois. Les Mahorais n'en ont que 2 jours sur 3. Le recteur a annoncé que le département allait vite s'équiper de matériel venu de métropole pour distribuer de l'eau potable aux élèves, alors qu'un navire est arrivé mercredi avec à son bord 600 000 litres d'eau qui seront distribués aux familles les plus précaires. On termine avec cette campagne de prévention contre les violences sexuelles sur mineurs. 160 000 enfants subissent chaque année inceste, viol et agressions sexuelles et le gouvernement veut en finir avec ce fléau. Voici la campagne vidéo que vous allez découvrir dans les semaines à venir à la télévision et sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, c'est notre petit secret, rien qu'à nous 2. Il est venu dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les 2. Ce soir, c'est lui qui vient me garder. Mais j'ai pas très envie, mais je peux pas le dire. C'est un secret. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119. À savoir qu'il n'y avait pas eu de campagne nationale sur ce thème depuis 2002. Et on rappelle le numéro d'urgence, le 119 que vous composez, que vous soyez enfant ou parent. Merci à vous, cher Loïc. Aujourd'hui, en France, l'éducation populaire est partout, mais beaucoup de Français confessent ne pas savoir exactement en quoi ça consiste. Et on est là justement pour ça. Pourtant, celle-ci donc se veut un complément au temps scolaire et a autant de formes que d'initiatives auprès des associations, d'une part, et sur le terrain de sport ou encore dans les foyers de jeunes travailleurs. L'éducation populaire, un complément pour l'école qui vise à renforcer l'émancipation des citoyens de demain. C'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau David Cluzo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général d'Exopé. Et face à vous, merci d'être avec nous également Vincent Niqueux. Bonjour. Bonjour. Merci également, donc, directeur de JM France, Jeunesse Musicale France. J'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur la définition, ou du moins en tout cas ce que veut dire éducation populaire et en quoi ça consiste, car c'est un mot, on l'entend, on le comprend, on l'imagine, mais on n'arrive pas réellement à le définir. Est-ce que l'un d'entre vous, peut-être David Cluzo? Allez, lancez-vous. Je vais bien tenter l'impossible. C'est compréhensible qu'on ait du mal à définir l'éducation populaire. Et globalement, même nous, si ça fait partie du langage courant, on a du mal à le déterminer. L'éducation populaire, on peut le définir presque par défaut. C'est tout ce qui relève de l'éducation qui n'est pas de l'école, qui n'est pas de l'éducation formelle, pour être assez simple. Qui n'est pas dans l'académique. Exactement, qui n'est pas dans l'académique. Alors, populaire, mais pas populiste, ce qui est très intéressant. C'est vraiment le sens de populaire au sens de l'exigence, c'est-à-dire élever encore davantage l'élève. Oui, populaire au sens de lien à la population, aux habitants, terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Ça n'est pas en opposition aux formations académiques, c'est complémentaire. C'est comment est-ce que je suis acteur de ce que je découvre, comment nous sommes acteurs du vivre ensemble. Alors c'est dit en quelques mots, mais c'est vraiment la question de la construction de l'individu par des voies différentes. Et c'est des grandes associations. Vous savez, 75 grandes fédérations qui rassemblent 600 000 associations. Oui, voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que 600 000 associations, ça veut dire beaucoup de gens, donc de la société civile. Donc on n'est pas dans le cadre des enseignants qui proposent l'éducation populaire, mais bien des personnes de la société civile. Oui, chacun dans sa partie. Oui.
Dans sa partie, alors, jeunesse musicale, j'imagine que ça tourne autour de la musique, a priori. Voilà. Nous sommes assez jeunes dans l'éducation populaire. Nous avons 80 ans, voilà. 1200 concerts pour le jeune public avec 180 artistes en tournée et 350 000 enfants qui vont découvrir d'une autre manière. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas avec leurs enseignants, mais ils vont découvrir d'une autre manière ce que c'est que le plaisir, l'émotion musicale. Et là, on est dans l'éducation populaire, la construction de l'individu. Comment est-ce qu'on vit tout ça ensemble et comment est-ce qu'on apprend à vivre ensemble par le plaisir, l'émotion et la culture. Tout ça dans l'idée, effectivement, cette culture dont vous parlez, dans l'idée de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le projet éducatif de grandir en devenant citoyen. Apprendre à penser par soi-même, apprendre à observer par soi-même. Oui, grandir en musique, c'est notre slogan. Comment est-ce que je découvre par moi-même et avec les autres tout ce que la vie peut m'apporter d'un point de vue culturel en complément des formations académiques. Et chez Exopé, alors il y a de la musique aussi? Oui, il y a de la musique. Nous, on regroupe en fait tous les employeurs de l'éducation et l'éducation populaire. C'est qu'une partie de l'éducation populaire, parce qu'une grande partie de l'éducation populaire est l'œuvre de bénévoles au quotidien, d'habitants sur l'ensemble des territoires. Donc plutôt des grandes fédérations qui se sont professionnalisées. Et dans tous les champs de la culture, de l'animation, du loisir... d'éducation, donc que ce soit l'animation scolaire et périscolaire, les colonies de vacances, mais aussi les musées, la médiation culturelle, évidemment tout ce qui est des écoles de pratique artistique, mais c'est aussi l'éducation à l'environnement, en fait tout ce qu'on peut imaginer qui relève du spectre éducatif, avec cette idée, tout ce qui peut répondre à un besoin, à un moment de curiosité quelque part, ou d'envie d'éveil, pour en prendre des mots qu'on utilise un peu moins, mais qui sont un peu ceux-là. Juste pour l'histoire, si vous me permettez une minute, l'éducation populaire s'ancre beaucoup dans la philosophie des Lumières, et en particulier au moment de la Révolution dans Condorcet. Et Condorcet qui évoque cette idée de l'émancipation de la personne et du lien à la citoyenneté. Et le plus grand, enfin le premier mouvement d'éducation populaire qui naît sur ce principe-là est la Ligue de l'enseignement, un des premiers, dans les années 1860. Avec cette idée qu'il faut permettre à chacun d'être un citoyen éclairé et donc d'avoir accès à la connaissance, à la culture, à l'information. Et donc au départ, un truc tout bête, savoir lire. Voilà. Et c'est comme ça que l'éducation populaire va naître et tout va se créer autour de cette idée-là de l'émancipation de la personne, de la maîtrise d'objets culturels ou d'objets éducatifs. Alors savoir lire, au départ, on pourrait penser que c'est réservé justement à l'enseignement proprement dit, c'est-à-dire l'enseignement académique, ce que propose l'école, qui est devenu obligatoire maintenant dès l'âge de 3 ans, mais qui n'était pas sitôt avant, à cette époque-là. En tout cas, c'était l'idée, évidemment, d'apprendre à lire, écrire et compter. Mais cette éducation populaire, puisqu'elle est ouverte justement en dehors des portes de l'école, c'est une façon de dire qu'on éduque, on grandit, on s'élève, on devient citoyen grâce à l'accès. C'est un mot qui revient beaucoup, et chez l'un et chez l'autre, chez vous, Vincent Niqueux, aussi bien chez vous que David Cluzo, c'est-à-dire que c'est l'accès à la culture, l'accès aussi au sport, ce qui n'est pas effectivement le cas de beaucoup d'élèves. Et je rajouterais, vous m'ouvrez la porte, l'accès de tous. Car le problème n'est pas qu'on ne maîtrise pas des formes pédagogiques, évoluées, inventives, créatives. La pédagogie, en musique par exemple, c'est apprendre à aimer écouter. Il y a du savoir, mais il y a avant tout aussi de l'émotion qu'on acquiert. Et le problème, c'est si c'est bien pour quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'enfants, de jeunes, puisque c'est notre vocation, pourquoi ça ne serait pas bien pour tous? Donc comment est-ce qu'on généralise, comment est-ce qu'on arrive à ouvrir tout le monde à ça? Donc il y a vraiment une question d'extension, de lien aux familles, de complémentarité avec les enseignements académiques. C'est politisé, l'éducation populaire, je mets les pieds dedans. Oui, enfin, je pense que l'éducation populaire, par principe, a un objet qui est un objet politique sur la transformation de la société. La plupart, on veut transformer la société par l'élévation des personnes qui rentrent dans les mouvements d'éducation populaire, qui passent par les écoles de musique, qui passent par les clubs de cinéma, les ciné-clubs, etc. Donc l'idée est bien à un moment de pouvoir, comment on va dire, maîtriser mieux l'environnement dans lequel on vit pour mieux s'y épanouir et clairement, si on le souhaite, en tout cas, il n'y a pas d'obligation.
le faire évoluer ou influer sur celui-là. C'est Jean Massé qui disait, alors je vais essayer de le citer de mémoire, mais on ne veut pas faire des politiciens, mais juste des électeurs, des gens qui aillent élire, peu importe de quel côté ils élisent. Il n'y a pas de sujet. C'est la maîtrise de soi pour influer sur soi et sur son environnement, sur son collectif. Enfin, vous le disiez tout de suite, oui, je crois que profondément on partage des valeurs de solidarité, de citoyenneté, de vivre ensemble. Après, chacun lui donnera la coloration qu'il souhaite, mais vraiment, on se veut apolitique au sens militant du terme, apolitique, non confessionnel, et ouvert à tous. Alors, je vais reciter une autre personne formidablement intéressante sur le plan de l'éducation. C'est Philippe Mérieux qui, dans une tribune de mars 2022, disait « Parce qu'elles sont mobilisées contre toutes les formes de fatalité, les associations d'éducation populaire sont l'oxygène de la démocratie. C'est pourquoi il faudrait que la République les considère enfin non plus comme des prestataires de services, mais comme de véritables partenaires de services publics de l'éducation. » Une réaction à cela? Oui. Je pense que on ne va être que d'accord. Mais pour cette raison que l'éducation populaire, c'est pas simplement la manière. Il y a plusieurs manières de la définir. Et une des manières de la définir, c'est par la démarche qui traverse l'éducation populaire. C'est une méthode. C'est une manière d'apprendre les choses. Et nous, on a cette habitude de dire que l'éducation populaire, elle est démocratique. Donc ça s'exerce de manière démocratique. L'éducation populaire, c'est participatif, c'est-à-dire qu'on construit son cheminement et son parcours avec les autres dans un collectif, et finalement c'est délibératif, c'est-à-dire qu'on pose un choix commun. Une gouvernance d'association d'éducation populaire, c'est ça. Et cette manière de faire, elle se traduit dans les projets qu'on mène, dans les recherches-actions qu'on mène, etc. C'est en ce sens que probablement c'est un souffle pour la société, c'est un souffle pour la citoyenneté, et c'est clairement une manière de faire vivre du collectif. Oui, vous savez, ça n'est pas pour rien que nous avons des labels forts qui ont du sens pour nous. Association complémentaire de l'enseignement public, association agréée jeunesse éducation populaire. Voilà, notre but, c'est vraiment d'être en complémentarité, d'apporter de la ressource, en l'occurrence pour nous artistique, des centaines d'artistes qui vont venir partager leur foi dans la musique, dans l'art avec les jeunes. Donc il y a vraiment une notion de complémentarité. Et peut-être y a-t-il aussi parfois une ambiguïté en se disant mais ils ont quand même un certain âge. Mais voilà, il y a un renouvellement constant de ces associations. C'est-à-dire les associations ? Oui. Voilà, parfois on nous dit mais vous avez 30 ans, 50 ans, 100 ans. Et en fait, c'est un renouvellement constant. Voilà, parce qu'on est au contact et qu'on essaie d'être en phase avec les évolutions de la société. Au contraire, et il y a des urgences. Exactement, il y a des urgences. Alors parlons justement de ces urgences. David Cluzot, vous parlez d'une crise inédite dans le secteur. Quelle est-elle ? J'aurais pu dire des crises inédites, mais c'est vrai qu'on traverse un moment qui est extrêmement particulier, qui commence à durer dans le temps, qui s'est accéléré, qui s'est cristallisé probablement avec la crise du Covid, oui. Et qui ensuite continue à s'installer un petit peu durablement. On a notamment une crise économique, c'est-à-dire clairement du financement des associations d'éducation populaire d'une manière générale, qui est liée globalement à une vision qui est sans doute un peu moins partagée qu'elle ne l'a été, et Philippe Mérieux le dit très bien, à une époque, de ce que pouvaient représenter les associations d'éducation populaire dans l'ensemble de l'écosystème éducatif et social, et que on est passé tranquillement, mais un petit peu doucement, sans que ça se voit vraiment, d'un moment où on était co-constructeur de politique publique, très proposant et écouté, si ce n'est entendu. En tout cas, on avait cette capacité, des espaces de pouvoir co-construire un certain nombre de choses, à un moment où finalement on devient prestataire de politique publique et où finalement... Vous ne faites qu'appliquer ? On fait beaucoup plus qu'appliquer. Il y a une commande qui est passée par une collectivité, par l'État, par quelqu'un, et finalement c'est un marché qui est là, et nous on devient promoteur, on preste le marché. Donc on est dans l'application. Alors c'est pas toujours vrai. Il y a des endroits où on construit, et les projets éducatifs locaux, par exemple, sont le fait d'une réunion collective d'acteurs publics, des collectivités territoriales, l'éducation nationale, mais aussi les associations. Mais tout ça
c'est quelque chose qui s'est amenuisé au fur et à mesure des années. Mais alors pour bien comprendre, qu'est-ce qui pose problème, je veux dire, au quotidien, au jour le jour, et notamment pour les élèves que vous rencontrez, enfin les enfants qui font partie de cette éducation prioritaire? C'est à cette crise financière, cette crise Covid, l'inflation, ce qu'on connaît aujourd'hui, le fait d'être prestataire de services, en quoi, Vincent Niqueux, cela joue sur le quotidien? Ces crises ont clairement accéléré des phénomènes qui étaient en gestation, comme le dit David. Mais ça, c'est partout. De façon très concrète, si vous voulez, quand des enfants ne peuvent plus sortir parce qu'il n'y a plus de bus, qu'il y a des salles qui ferment, qu'ils ont des problèmes de transport, on se dit comment pouvons-nous aller à eux puisqu'ils ne peuvent plus sortir? Donc on le sent. Et puis vous avez un changement générationnel normal. Je veux dire, ce sont de nouvelles générations d'enseignants aussi avec qui on travaille en étroite collaboration. Mais il faut qu'ils connaissent, il faut qu'on ait le temps de faire connaissance. Donc la crise économique est forte pour toutes les associations, pour nous comme pour d'autres. C'est pour ça que, exceptionnellement, cette année, on lance un appel aux dons à nos sympathisants. C'est vraiment dire qu'ils sont enracinés un peu dans l'action des GM France. Donc on essaie vraiment non seulement de compenser des difficultés structurelles, mais d'aller plus loin. On se dit il faut aussi qu'on puisse s'adapter, qu'on aille plus loin, qu'on retourne en milieu rural, dans les périphéries urbaines. C'est des pensées stratégiques et des investissements à part entière. Tout ça parce que, vous savez, 2/3 d'une génération d'enfants n'a pas mis les pieds dans un spectacle. Bien sûr. Voilà. Donc on se dit, mais comment leur faire découvrir? Comment est-ce que tu peux demander à un enfant, est-ce que tu aimerais aller plus loin, vivre, découvrir? Je dis enfant, jeune, quand tu ne sais pas de quoi je... Alors, quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas accès, ou que tes parents, ta famille n'ont pas eu non plus accès. Ça n'est pas dans la tradition. Effectivement, ce n'est pas culturel. Je veux dire, au sein de la famille, qui arrive très fréquemment. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste comment ouvrir, justement, des portes pour pouvoir permettre cet accès-là. Et c'est vraiment le cœur du problème. Quand je vous entends tous les deux, quand je lis tout ce que j'ai lu sur l'éducation prioritaire, on a l'impression que c'est une extension, finalement, de l'éducation dite classique, d'enseignement général, de l'éducation nationale, si vous voulez, qui serait proposée en France. Est-ce que l'État investit dans l'éducation populaire? Oui, avec peut-être historiquement une certaine séparation entre le monde suivi par jeunesse et sport et le monde suivi par la culture. De plus en plus, il y a une nouvelle délégation au ministère de la Culture qui suit spécifiquement aussi l'éducation populaire. Et la musique, par chance, fait de toujours partie des politiques musicales françaises de l'État. Donc on a cet honneur d'être suivi aussi par l'État, mais c'est une petite partie. Le gros de l'action, il est fait par les bénévoles et nous y tenons beaucoup. Le bénévole, c'est pas quelqu'un, un amateur qui saurait pas, c'est quelqu'un d'engagé de chez lui, qui connaît son terrain et qui va nous dire là, il y a un besoin pressant. Donc cette articulation, si vous voulez, entre aide publique, qui ont leur cadre et leurs limites, et engagement bénévole, nous paraît tout à fait essentiel. C'est une donnée à défendre absolument. Bien sûr, on l'entend, mais effectivement, on entend qu'on est tous, on subit tous cette crise, cette inflation. Donc quand on parle de bénévolat et d'aide, on peut aller jusqu'au là où on peut aller, malheureusement. Donc dans l'aide, effectivement, apportée aux associations. Et j'imagine que votre demande aujourd'hui, c'est de pouvoir à la fois demander à vos sympathisants, mais aussi peut-être demander plus. En fait, oui, vous avez raison. Enfin, Vincent le soulignait, c'est évidemment, on est aidé par l'État. L'État a inscrit l'éducation populaire dans ses politiques publiques après-guerre, et ça a été une vraie volonté, une volonté extrêmement forte qui a participé à ce que beaucoup de choses se développent sur l'ensemble. Qui était un choix politique de l'époque. Très clairement. Exactement. Un choix très fort et très politique, porté notamment par Malraux. On parlait de culture il y a 2 minutes. C'est ce qui porte la création des MJC, par exemple, que tout le monde connaît. Tout le monde sait ce que c'est qu'une MJC. Donc, Maison de la jeunesse et de la culture. Exact. Voilà. Et qui se sont développés sur l'ensemble du territoire. Donc tout le monde sait ça. Et ça a emmené à la fois un secteur qui s'est beaucoup développé, qui s'est professionnalisé et qui a construit son articulation avec un volet professionnel et un volet bénévole. Et c'est ce qui fait sa richesse et finalement sa capacité à pouvoir se maintenir. Mais malgré tout, même si on a du soutien de l'État, même si on a globalement des soutiens des collectivités territoriales, c'est-à-dire que personne aujourd'hui ne remet en cause en disant l'éducation populaire, on va la mettre de côté. Mais c'est une forme de nécessité ou je ne sais pas, de fatalité qui fait que la crise économique s'accélérant, on a de plus en plus de difficultés à boucler les budgets. Voilà, faut être très clair avec des choses en cascade. L'État n'est pas le plus grand des investisseurs en matière d'éducation populaire. Des investisseurs en 2 mots ou des investisseurs?
Alors, peut-être les deux. C'est un point important, parce que quand on parle de crise financière, il faut comprendre aussi d'où vient l'argent et comment on peut en faire pour justement en gagner plus. Mais clairement, c'est un volet très important en fait de l'éducation de manière générale. Si je comprends bien, l'éducation nationale ne fait pas sans l'éducation populaire. Non, et ça serait compliqué de le faire sans, parce que, alors juste, je reviens sur ma question des investisseurs. Enfin, oui. L'État investit dans l'éducation populaire, la régule, la réglemente. Mais là, le plus grand apport financier pour EduPop, c'est plutôt les collectivités territoriales, c'est plutôt sur les territoires, c'est la mairie, le conseil départemental, etc. Aussi les caisses d'allocation familiale qui vont venir en aide. Mais globalement, c'est tout ça qui fait que ça peut fonctionner. Mais aujourd'hui, les budgets se réduisent. Il y a le système inflationniste qui touche tout le monde, notamment les collectivités territoriales, les collectivités qui sont moins financées, qui font des choix. Donc au bout du bout, finalement, les subventions que touchent les associations pour fonctionner ont plutôt tendance à diminuer et au mieux à se maintenir. Donc ce qui veut dire qu'on est nettement, qu'on est de toute façon en perte. Mais ce qui implique que l'objet qui est le nôtre, il est de plus en plus difficile à remplir, c'est-à-dire de permettre l'accès à tous. On y revient parce que c'est essentiel. Oui. C'est l'accès à tous. C'est comme l'école. L'éducation nationale est ouverte à tout le monde. L'éducation populaire, pour qu'elle soit une véritable réussite, il faut qu'elle soit ouverte à tout le monde et que n'importe qui puisse y venir, y entrer et que la question du coût ne soit pas un problème. La seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de faire de la musique, ou est-ce que j'ai envie de faire du sport, ou est-ce que j'ai envie de travailler sur les questions environnementales, ou est-ce que j'ai envie de faire tout ça. Mais nos portes ne doivent pas se fermer pour des questions financières. Et par ailleurs, ça participe du mieux vivre ensemble, de l'élévation générale des uns et des autres en matière. Enfin, on s'épanouit, on s'émancipe, on vit mieux en collectif. Donc c'est quelque chose qui socialement est tout à fait fondamental. Je pense qu'une éducation populaire forte est aussi un excellent moyen de lutter contre la déshérence, contre la solitude, contre les violences, le harcèlement, et probablement contre les violences, contre le harcèlement, et sans doute de limiter les effets qu'on a pu connaître en juin. Et on voit depuis des années que dans les quartiers, l'EduPop est moins présente parce que moins soutenue. Dans le milieu rural, c'est aussi le cas parce qu'il y a moins de fonds. Donc c'est cet ensemble-là qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile probablement qu'il y a une dizaine d'années. Je crois qu'on ne doit pas sous-estimer l'état de fatigue morale dans lequel sont sortis les élèves. Alors c'est vrai, c'est difficile de dire c'est essentiel au moment où on voit tous les drames planétaires, et en même temps, beaucoup d'enfants et de jeunes sont sortis lessivés de la période de crise sanitaire, saturés peut-être de distanciel, même s'ils sont beaucoup sur les écrans. Il y a un vrai malaise, et leur redonner du plaisir de faire un certain nombre d'activités complémentaires, de sortir, me paraît tout à fait essentiel. Alors, il n'y a pas, en ce qui nous concerne, mais chaque cas est particulier, de retrait de l'État. Il nous aide à la mesure de ce qui est possible, avec des préoccupations bien réelles, un réel suivi. Il y a des grandes difficultés pour les financeurs privés, les quelques-uns qu'on avait, qui ont beaucoup redéployé dans la période aussi sur des urgences qu'on peut comprendre, environnementales ou autres. Donc ça peut varier d'une association à l'autre, mais surtout on a des besoins supplémentaires. Il n'y a pas de but lucratif, mais bon, il y a eu un tassement d'activités qui ne reprend pas pareil. Donc, les besoins supplémentaires, c'est quoi? Les besoins humains? Des besoins humains, des besoins financiers, des besoins techniques. Si vous voulez, par exemple, retourner vraiment dans les campagnes, dans des salles qui n'ont ni jauge ni équipement, voilà, au sens le plus fort du terme, parce que les enfants ne peuvent pas venir aussi loin dans la salle de la ville centrale, il faut soit du matériel mobile, soit équiper un peu les choses, les techniciens spécialisés. C'est un investissement très pointu qui peut fonctionner. On est beaucoup de grandes associations qui se disent comment on se redonne les moyens d'y aller. Ce sont les politiques territoriales, ça. Quand on voit qu'il y a des villages qui n'ont même pas de médecins, qui n'ont même pas la base même de ce qui permet en fait une vie sans crainte, ou en tout cas rassurante, évidemment on comprend la difficulté d'avoir une salle de spectacle ou de concert ou de sport. Vous savez, j'ai été joint il y a quelques années par une association, une entreprise japonaise qui me disait, voilà, nous avons bien étudié nos sites d'implantation, Thionville nous intéresserait, est-ce que vous y avez une école de musique? Nous aimerions venir en Moselle, mais est-ce que nous pourrons avoir accès à vos orgues? Et alors? Oui, je leur ai dit oui, absolument. Il y a une école de musique, et pour les orgues, ils sont en cours de recensement, c'était il y a quelques années. Mais c'était frappant de dire l'élément décisionnel,
ça sera l'attrait culturel. Dernière petite question, parce que le temps presse, il faut qu'on rentre, mais juste, vous parliez d'écran à l'instant, c'est très intéressant, parce que sur la période de Covid, les élèves, les enfants ont été beaucoup sur les écrans, et nous tous d'ailleurs aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'éducation populaire sur les réseaux sociaux? Non. Non, c'est pas si radical que ça. En fait, on a fait pendant la crise, ça a été assez génial parce que l'éducation populaire est marquée aussi par autre chose, c'est la capacité à innover et à répondre le mieux possible aux nouveaux besoins. Donc pendant la crise, d'un seul coup, il a fallu faire autrement. Donc on a travaillé sur les réseaux sociaux, on a fait des concerts en ligne avec chacun dans un coin, etc. On a utilisé les réseaux sociaux d'une manière différente. On a fait des études juste après en disant mais est-ce que c'est quelque chose qui va être pérenne? En réalité, c'est un élément important qu'on prend en compte et qui fait qu'on modifie un certain nombre de pratiques, mais comme on a modifié nos pratiques depuis 150 ans. Et donc finalement, cette question des réseaux sociaux, on la prend à la fois aussi pour en faire un objet d'éducation populaire. Parce que la question du réseau social, c'est un support, mais c'est aussi un danger. Et quand on est dans l'éducation populaire, nous, notre mission, c'est d'apprendre à avoir une utilisation raisonnée de la consommation de réseaux sociaux. Être citoyen, c'est ça aussi. Voilà, c'est ça. C'est apprendre à être citoyen avant tout. Donc citoyen, c'est aussi le collectif et c'est aussi la rencontre. Et je dirais en un mot, c'est complémentaire, mais notre but profond, c'est de remettre face à face des êtres en chair et en os. Des très beaux programmes. Vaste programme, mais très beau programme. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau du Grand JT. David Cluzot, je rappelle que vous êtes directeur général d'Exopé et Vincent Niqueux, directeur de Jeunesse Musicale France. Merci mille fois. Merci à vous. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'éducation, comment donner l'envie et la confiance, surtout la confiance, le mot est important, pour les jeunes d'entreprendre leur vie. C'est l'une des nombreuses raisons pour laquelle la Fédération Entreprendre pour apprendre agit. J'accueille Raphaël Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur national d'Entreprendre pour apprendre France, puisqu'il y a plusieurs fédérations. La fédération intervient auprès des jeunes de 9-25 ans, en France donc métropolitaine et Outre-mer, c'est bien cela. Exactement. Et ces programmes sont accessibles à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous résumer ce qu'est réellement Entreprendre pour apprendre en quelques mots? Alors en quelques mots, Entreprendre pour apprendre, c'est une fédération de 17 associations régionales qui agissent au cœur des territoires pour mettre en place des programmes pédagogiques dans les établissements scolaires. Voilà. Alors, parce que la pédagogie dans les établissements n'est pas suffisante ou parce que vous avez pensé à d'autres pédagogies bien plus innovantes et que vous avez un peu récupéré de plein de pays différents? On est complémentaires en fait, on a un agrément de l'éducation nationale et le principe il est qu'on intervient sur le temps scolaire avec des programmes qui sont co-construits, qui sont territorialisés parce que chacun de nos parcours met en fait un lien entre un encadrant qui est un professeur généralement, un mentor qui vient du monde de l'entreprise et un salarié permanent de notre association. Et donc les programmes après sont discutés, construits établissement par établissement et après c'est une équipe en fait qui se constitue et qui va mener un projet qu'on appelle un projet de mini-entreprise, de l'idée à la commercialisation en passant par toutes les étapes de vie d'un projet d'entreprise. Alors ce programme mini-entreprise, ça a l'air vraiment passionnant. L'idée c'est de proposer à un élève de réfléchir à sa future entreprise à l'aide justement de ce fameux mentor, ou je me trompe? C'est un petit peu ça, c'est un groupe, donc c'est vraiment très important, c'est que la coopération elle est au cœur de la pédagogie. Ouais. On est vraiment sur un principe d'intelligence collective et de pédagogie active. Et donc c'est un groupe de 5 à 15 élèves dans une même classe, on peut mélanger des classes, en collège et en lycée, qui vont décider ensemble d'une idée avec leur professeur, avec un mentor d'entreprise qui va les guider. Une fois qu'ils ont l'idée, c'est comment on va concrétiser cette idée. Pour la concrétiser, on va s'organiser. Donc on va se distribuer les rôles. On va créer, entre guillemets, un organigramme pour faire pour dire les choses assez simplement. Et une fois qu'on s'est distribué les rôles, on va aller chercher les financements. Et une fois qu'on a cherché les financements, en fait, on va aller produire le bien ou le service et après on va le commercialiser. Donc c'est des programmes qui sont souples et malléables. On a des programmes courts qui durent une demi-journée ou des programmes longs qui peuvent durer jusqu'à 60 heures. Donc on 60 heures réparties sur combien de temps? Qui sont répartis sur l'ensemble des semaines de classe, donc grosso modo 32 semaines. Et on a coutume de dire à l'association chez Entreprendre pour apprendre qu'on accompagne chaque année environ
environ 35 000 jeunes sur l'ensemble du territoire, donc métropole et outre-mer. Et chaque jeune qui bénéficie d'un parcours de mini-entreprise va bénéficier en gros de 38 heures de formation en moyenne. Donc c'est vraiment, on est sur de l'impact dans la durée, pour accompagner dans la durée les jeunes en équipe et ainsi avoir un impact entre la mise en place et la fin. Il y a vraiment toute une trajectoire de développement de compétences, donc les compétences psychosociales. Donc ça va développer leur esprit d'initiative, leur esprit d'entreprendre, leur envie de travailler ensemble, leur intérêt pour le monde de l'entreprise, leur intérêt pour les métiers. Oui, tout d'un coup rendre palpable aussi ce qu'ils apprennent chaque jour à l'école. Et c'est exactement pour ça qu'on est complémentaires. C'est-à-dire qu'on va amener une ouverture et des compétences qui viennent en plus des enseignements dispensés par l'éducation nationale. Et c'est en cela qu'en fait on s'inscrit totalement dans on va dire un développement de parcours de réussite et d'orientation de la jeunesse sur notre territoire. Oui. C'est super ce que vous faites parce qu'on sait très bien que sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. Même les petites entreprises aujourd'hui, qui sont d'ailleurs le tissu entrepreneurial français, sont vraiment pourvoyeuses. Néanmoins, même si ça a changé ces dernières années, les parents ont toujours un peu de mal à ce que leurs enfants entreprennent parce qu'il y a le risque de l'échec qui est toujours une peur des parents. Et puis, il y a aussi tout le côté le profit, etc. Comment est-ce que vous insufflez la philosophie de l'entrepreneur tout en rassurant les parents et aussi les enfants de dire attention, vous pouvez en fait prendre le contrôle de votre vie, de votre chemin, vous pouvez bâtir quelque chose et ça c'est super et ça n'est pas que de l'échec. C'est une très bonne question et c'est tout un travail qu'on fait au quotidien dans les territoires et vraiment c'est un travail de proximité. Le fait de s'inscrire dans le temps scolaire, en fait, ça rassure déjà parce qu'en fait, c'est un travail qui est fait avec les enseignants. Donc pour des parents, c'est, on va dire, intrinsèquement, ça veut dire qu'on fait partie de leur parcours scolaire. Il y a certains établissements, on se retrouve à avoir une mini-entreprise qui est la 3e ou la 4e matière, après le français, les maths et la langue vivante 1. Donc il y a aussi un investissement des élèves qui est très important et ça rassure aussi les parents parce qu'en fait ils voient aussi leurs enfants évoluer et s'épanouir. Exactement. Mais... et on peut ne pas forcément avoir la bosse de toutes les matières et être un crack quand on passe un examen parce que l'environnement, le stress ou des choses comme ça. Quand on travaille sur un programme au long cours et qu'on travaille sur 60 heures réparties sur toute l'année et qu'on le fait en groupe et la coopération elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait, fondamentalement on donne la possibilité à chacun de libérer son potentiel d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, même s'il n'a pas la bosse des maths, même s'il n'a pas la bosse du français. Et donc finalement pour les parents, et c'est aussi comme ça qu'on construit notre approche, on leur dit ça donne une chance. Et ça donne une chance en fait d'entreprendre sa vie. Et le terme de mini-entreprise qui est propriétaire à entreprendre pour apprendre, il est important, mais au bout du bout, c'est qu'une solution qui est mise à disposition pour permettre d'entreprendre sa vie. Et le plus important, c'est entreprendre sa vie, être acteur de son orientation, acteur de la découverte des métiers et du développement de ses propres compétences. Oui, puis être acteur de la société, donc se sentir citoyen pleinement. La France est l'un des pays de l'OCDE quand même où le lien entre le statut socio-économique et la performance des élèves est le plus fort. Donc est-ce que justement, avec Entreprendre pour apprendre, cela permet de gommer les inégalités sociales que l'on peut voir malheureusement à l'école et donc donner sa chance à tous? Alors j'aurais pas du tout la prétention de dire qu'on va gommer les inégalités sociales. D'aider à les gommer? Et effectivement, on contribue à notre échelle et à l'échelle des territoires. Et le plus important, je me répète un peu, mais c'est cette logique de co-construction et de territorialisation. Nous, on est parti chez Entreprendre pour apprendre d'un constat qui est double. Et ces deux chiffres qui sont dans le PISA, et chaque publication du PISA, il y en aura une normalement à la fin de l'année. La reproduction des inégalités et le déterminisme, ça c'est très clair. On ne peut pas accepter ça. Et donc on se doit en tant que citoyen, de tout faire pour éviter ça. Et nous, nos programmes, ils aident à ça, à lutter contre ces déterminismes. Par exemple, il y a près de 30% des établissements et des jeunes bénéficiaires de nos programmes qu'on considère avec des freins à l'employabilité. Parce que handicap, parce que zone rurale, parce que ZEP, REP, REP+, SECPA, ULIS, etc. Donc il y a vraiment, on a vocation à aller donner sa chance à tout le monde et lutter contre les déterminismes. Et le deuxième chiffre du PISA, c'est la coopération. On est un des pays où les jeunes déclarent le moins coopérer les uns avec les autres.
autres. Donc nous, on part du principe que pourquoi il faut attendre d'être à l'université ou en prépa pour commencer à faire des travaux de groupe. Nous, ce qu'on propose en fait à travers les programmes de mini-entreprise et la pédagogie qu'on propose, c'est de commencer à travailler en groupe dès la fin de la primaire et de systématiser ça dès le collège, parce que c'est véritablement au collège que ça se joue. Et donc nous, on a un principe d'intervention qui est le plus tôt possible, parce que la prévention, c'est plus efficace et plus rentable que la remédiation. Donc il y a près de 40% des établissements dans lesquels on agit dans toute la France qui sont des collèges, ce qui fait que Entreprendre pour apprendre est présent dans à peu près 7% des collèges en France. Donc ça commence à peser, c'est pas encore assez, donc c'est pas comme ça qu'on va... Non, mais c'est beaucoup déjà, 7%. Mais 7%, ça commence à... Combien de collèges? On est présent dans 1250 établissements dans l'ensemble du territoire, et 40% sont des collèges, donc ça fait 500 collèges en fait. Donc 500 collèges sur les 7000 collèges qu'il y a en France, voilà, vous avez les 7%. Que le collège, pas le lycée? On fait du lycée, 35% des établissements c'est du lycée, et principalement du lycée professionnel. Et après on est un tout petit peu présent en primaire, et un peu présent en post-bac, et dans certaines structures spécialisées. Les chiffres PISA sont vachement intéressants, parce que parler de coopération comme ça, c'est un peu glaçant, et ça prouve un peu l'état d'une société effectivement qui dysfonctionne. Je peux me permettre, oui. Du coup, parce que le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, il est très important, parce que ce type de programme-là, et on est une association parmi tant d'autres qui œuvrent pour l'éducation, et le débat précédent sur l'éducation populaire était particulièrement intéressant, c'est aussi, on a une mission qui est essayer de faire société. Et en fait, par exemple, on est intervenu sur un prototype cette année, dans le cadre du séjour de cohésion du SNU, où en Bourgogne-Franche-Comté, on a mis en place des petits programmes qui s'intègrent dans le séjour de cohésion du SNU pour permettre, entre guillemets, à ces jeunes de faire société autour de thématiques citoyennes et de thématiques qui sont sur l'engagement. Donc on va travailler véritablement l'engagement, et vous aviez la discussion juste avant, cette notion d'engagement, elle est très forte, parce que si, dès la jeunesse, on est très clair et on casse les stéréotypes et on explique ce que c'est que l'engagement et comment et qui sont les gens engagés. Et l'engagement, ça passe aussi par l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont engagées. Nous, 85% de nos programmes, ils sont mentorés. C'est ce qui fait aussi la qualité après de l'accompagnement. Donc cette notion d'engagement, au plus tôt on arrive à l'insuffler, et mieux c'est. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Raphaël Prévost. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur national d'Entreprendre pour apprendre France. Vraiment bravo. Donc c'est une fédération qui intervient auprès des jeunes de 9 à 25 ans. Combien vous m'avez dit? 17 associations, c'est ça, réparties bien sur l'intégralité du territoire français, dont la Corse et l'Outre-mer. Tout à fait. J'aime bien préciser français, dont la Corse et l'Outre-mer. On ne les oublie pas. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été avec nous sur ce grand JT. Tout de suite, c'est à vous, cher Loïc, avec votre chronique. Je la vois toute prête. Elle est là. Elle est là, elle est belle. Loïc, un coup d'œil sur divers événements pour petits et grands ce week-end et la semaine prochaine. Et jusqu'à dimanche, figurez-vous que dans toute l'Île-de-France, c'est la fête des jardins. Et le village central de l'événement se trouve à Belleville, c'est dans le 20e arrondissement de Paris. Vous allez pouvoir y trouver plein d'ateliers super ludiques pour les enfants, comme du rempotage, de la création de nichoirs pour oiseaux. Ça, c'est très important parce qu'il y a de moins en moins d'oiseaux. Il y a des expositions, des démonstrations d'art floral, des quiz, de la réalité virtuelle aussi. Et donc, il y a aussi beaucoup d'événements en dehors de Paris, des visites de fermes pédagogiques, la découverte de jardins partagés. Il y aura également des châteaux qui seront ouverts un petit peu partout et vous pourrez vous balader dans leur jardin. Voilà, vous pourrez trouver le programme complet de l'événement sur le site de votre arrondissement si vous êtes à Paris ou sur le site de votre ville si vous êtes en Île-de-France. Mais on n'a pas le droit de se servir dans les potagers. Non. Attention. Quoique, si on demande gentiment, peut-être. Peut-être. On part dans le Périgord noir maintenant pour voler au-dessus d'un des plus beaux villages de France. Si vous n'êtes jamais allé à Rocamadour, mais je vous le recommande 1 million de fois, c'est une cité magnifique. Et ce week-end, il y a les Montgolfiades de Rocamadour. C'est un événement qui perdure depuis 35 ans. Samedi et dimanche, à 8h30 et 17h, une trentaine de montgolfières va décoller au-dessus de cette cité médiévale qui date d'il y a extrêmement longtemps. Oui, parce que j'ai pas la date, mais non, mais parce que j'y suis allé l'été dernier et je ne me souviens plus de la date. Mais on doit être aux alentours de l'an 800. Si je me rappelle bien. En tout cas, il y a un petit sanctuaire aussi à l'intérieur, il y a la Vierge Noire. Vous voyez, je peux vous en dire des choses sur Rocamadour et un super fromage, parce que le Rocamadour est un très bon fromage. Donc il y a des montgolfières qui vont s'élever avec des toiles originales et colorées. Ce sera l'occasion de passer une belle journée avec ses enfants. Il y a d'excellents restaurants en plus à Rocamadour. Attention néanmoins, parce que s'il pleut,
Ça peut arriver, l'événement sera annulé ou reporté. Toutes les informations, c'est sur rocamadour-montgolfière.fr/montgolfiade. Du cinéma pour les enfants maintenant avec le festival du court-métrage qui se tient à Lille. C'est jusqu'au 1er octobre. Les festivaliers alternent entre rencontres, challenges, projections de films en compétition avec un petit accent sur les formes contemporaines de cinéma et l'innovation comme la réalité virtuelle. Et il y a toute une programmation pour vos enfants. Ce samedi et ce dimanche à 16h, c'est à l'UGC Les Écrans à Tourcoing, ainsi que le mercredi 27 octobre à 14h30 et le dimanche 1er octobre à l'Hybride de Lille. Des séances spéciales kids avec des courts-métrages d'animation en stop motion, des dessins animés, des images de synthèse ou des prises de vue réelles. Plus d'infos sur festivalducourt-lille.com. Et on termine avec le documentaire à découvrir au cinéma partout en France. Et qui va forcément inspirer vos ados, en tout cas leur montrer que tout est possible, même quand on est atteint d'un handicap. Le réalisateur, c'est Pascal Plisson, et il est allé dans le monde entier à la rencontre de ces enfants extraordinaires qui vont vous prouver que l'amour, l'éducation inclusive, l'humour et le courage peuvent parfois déplacer des montagnes et que le destin est parfois aussi plein de surprises. Bande-annonce de We Have a Dream. Je me demande souvent comment ça se passe ailleurs dans le monde pour les autres enfants qui ont un handicap. Est-ce qu'ils ont un frère et une sœur pour les encourager? Est-ce qu'ils ont eu cette chance que moi j'ai eue pour avoir des prothèses, des fauteuils roulants ou des soins? Est-ce qu'ils ont réussi à être acceptés dans les écoles ou même dans le sport? Boa. Mistura aqui sozinho agora, vá. पहिला सुरु चाहिँ यस्तै हुन्थ्यो क्या म मात्रै हो अब मलाई कति धेरैजनाले हेप्छ होला मेरो म मात्रै त होइन रहेछ नि aho nahagararaho se bagahunga bakajya nkariya hirya kwa ziriya ndabyo. Pascal Plisson, donc, qui avait reçu un César pour un documentaire sur l'école. Oui, c'était en 2013 pour son film Sur les chemins de l'école, qui suivait en fait des enfants qui vivent dans des villages isolés au Kenya, au Maroc, en Inde, en Patagonie, et qui font néanmoins des kilomètres de marche chaque jour pour aller à l'école et pour changer leur destin. Donc voilà, là, il continue de nous partager ces personnalités hors normes d'enfants et adolescents qui refusent leur handicap, qui refusent que leur handicap soit une fatalité. Et c'est un merveilleux message en fait pour tout le monde. Je recommande à partir de 12 ans et ça sort ce mercredi 27 septembre. Et Sur les chemins de l'école, il faut le voir si vous l'avez pas vu. Aussi. Vraiment superbe film, magnifique. Merci beaucoup Loïc. Merci, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est l'humoriste Lilia Benchaban. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission. Oui. Partie. Celle qui est beaucoup plus concentrée sur l'école. Donc toi, l'école, ça fait un petit moment maintenant. Tout à fait. Quel regard tu gardes sur l'école française en termes de niveau, de qualité de l'enseignement, d'égalité? Je trouve qu'on a une bonne qualité d'enseignement. Après, franchement, je suis vraiment personne pour donner ce genre de recommandations. Mais en tant que personne en situation de handicap, etc., j'aurais aimé qu'on essaie de me comprendre un peu plus. Voilà. C'est ce qui ressort, puisque tu dis que la seule professeure qui t'a comprise, tout s'est bien passé. C'est ça, tout à fait. Donc je pense qu'il manque un peu de ça. J'ai un petit frère qui est TDAH. Donc c'est hyperactif. D'accord. Voilà, il a des... Ouais, en fait, il est hyperactif. Et c'est pareil, ça, c'est des trucs... Quand, au début, il disait, elle disait à ma mère, il est hyper dissipé, etc., etc. Et les profs n'ont pas cherché à comprendre, ne sont pas dit, OK, peut-être qu'il est comme ça ou peut-être qu'il est comme ça. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ce... Plus d'empathie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, je les comprends en même temps. Je me dis, il y a beaucoup d'élèves. Il y a beaucoup d'élèves. Les situations ne sont pas adéquates, etc. Donc c'est hyper compliqué, j'imagine, de se concentrer sur tout le monde. Ouais, je pense que c'est un peu un tout, mais je pense qu'il manque de ça. L'école de demain, pour toi, tu la vois comment? Je la vois accessible à tous, dans le sens où... peut-être moins d'élèves dans les classes et plus d'attention pour tous. Et voilà, plus moderne. Il y a aussi un truc où, par exemple, moi, quand je suis arrivée à la maternelle, j'aurais aimé que dans les histoires qu'on raconte aux enfants, il y ait une histoire avec une petite fille, un personnage malvoyant ou un personnage albinos.
ça m'aurait évité toutes les questions qu'on m'a posées ou toutes les moqueries que j'ai eues, par exemple. Que plus tôt, en fait, on ouvre plus au handicap et à la différence, exactement. Ouais, on en fasse prendre conscience beaucoup plus tôt. Tout à fait, pour que ça soit normal, en fait. Parmi les gros thèmes d'actualité de la rentrée, il y a le cyberharcèlement. Ouais. Toi, tu es active sur les réseaux. Oui. Est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de problème? Franchement, non. J'ai des followers qui sont plutôt bienveillants et gentils. Et j'ai quelques haters. Mais alors, mes haters sont très gentils. Ils ne font pas de faute d'orthographe. T'as des gentils haters et lettrés. Voilà, c'est ça, exactement. Et vraiment, anecdote très drôle, un jour, je reçois un message d'un hater, entre guillemets, qui me dit « Écoute, Lilia, j'aime pas ce que tu fais. » Il me dit « Voilà, je suis tombée plusieurs fois sur tes vidéos et je suis désolée, j'aime pas ce que tu fais. » Je dis « Bah écoute, je te remercie de m'avoir laissé plusieurs chances parce que même mon ex l'a pas fait. » Je dis « Vraiment, t'as été hyper sympa. » Il m'a dit « J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. » Je dis « Mais il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de problème. Je te remercie d'avoir essayé. » Donc plutôt gentil. Qu'est-ce que tu dirais à des enfants quand ils sont victimes? Je leur dirais d'en parler le plus vite possible, même si j'imagine que c'est pas évident. Et après, je leur dirais d'essayer d'en faire abstraction, mais c'est hyper compliqué. Forcément, c'est hyper compliqué avec du recul à mettre en place quand tu n'as pas la maturité. Enfin, voilà, quand tout ça t'entoure, etc. Donc je pense que le plus important, c'est d'en parler pour savoir quoi faire, en fait, pour être aidé, pour faire en sorte que ça cesse. C'est déjà la fin de l'émission, Lilia. Oh, je suis triste de te quitter. Je ne vois pas de larmes couler de ses yeux. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Merci à toi. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika. Et à lundi, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Aujourd'hui, la grande majorité des gens demandent à connaître le sexe du bébé, l'entourage aussi, et donc du coup vont commencer tout un tas de remarques, de projections. À ton ventre est comme si le fœtus bouge beaucoup. Ça, c'est des remarques qu'on entend dans les cabinets. C'est un garçon, c'est qu'il est sportif. C'est un garçon, voilà. Et si c'est une fille, elle est agitée, c'est ça. Voilà, elle est déjà hystérique. Ou alors elle est calme, prostrée dans un coin de l'utérus, on ne sait pas trop. Donc ça commence déjà avant, avec aussi les remarques de la famille, des proches. Tu verras un garçon. C'est plus dur, ça pleure moins, ça mange beaucoup, c'est propre plus tard. Enfin, il y a tout un tas de représentations très figées, comme si tous les petits garçons et toutes les petites filles avaient un développement absolument identique en raison de leur sexe. Alors, une fois qu'ils sont nés, quand même, dans la manière de leur parler, de les prendre dans nos bras, de jouer, d'interagir avec eux, là aussi, on induit un tas de différences. On commence à construire une différenciation entre les gens. Oui, c'est assez vertigineux quand on commence à mettre le nez dans toute cette littérature d'études qui existent depuis plusieurs décennies. Et en effet, ce que montre bon nombre d'études, c'est qu'on a, sans même s'en rendre compte, intégré ces représentations sexistes et que ça influe en fait sur notre manière d'interagir. Alors je pense par exemple à la façon de porter un enfant. On va être plus vigoureux, davantage dans le chalut, peut-être dans les gestes avec un petit garçon. Aux filles, on va davantage parler, notamment avec un vocabulaire qui relève plus de l'émotionnel, de la psychologie, comment tu te sens, tu es triste, tu as peur. Et surtout, on n'interprète pas de la même façon les pleurs. Il y a une expérience très célèbre qui montre ça. On projette une vidéo à deux panels de participants. C'est le même bébé, la même vidéo, sauf qu'à un groupe, on a dit que c'est une petite fille, c'est un bébé de 9 mois, à l'autre, un petit garçon. Et alors, comment explique-t-il les pleurs, en un mot? Voilà, en un mot, quand l'enfant pleure, le groupe qui pense avoir affaire à une petite fille est convaincu que cet enfant pleure parce qu'elle a peur, et un petit garçon parce qu'il est en colère. La colère étant encore très associée au petit garçon. En quoi consiste justement cette approche et en quoi elle est singulière? Je pense que cette approche est singulière déjà du fait la tranche d'âge qu'elle vise. Elle vise les enfants de 0 à 9 ans. Donc, de la crèche, disons, jusqu'à la fin du cycle 2. L'idée, c'est vraiment de travailler les compétences socio-émotionnelles des enfants et la dynamique de groupe dès leur plus jeune âge pour qu'ils puissent grandir avec des outils pour pouvoir justement gérer leurs émotions, comprendre leurs émotions, déjà comprendre que tous les enfants n'ont pas forcément les mêmes émotions dans une même situation, pour leur donner des outils aussi pour gérer les conflits par eux-mêmes et pour leur inculquer surtout des valeurs telles que la tolérance, la bienveillance, le courage et le respect. C'est un peu les 4 valeurs phares de ce programme-là justement qu'on cherche à inculquer aux enfants dès la crèche avec des outils évidemment adaptés à chaque tranche d'âge. Donc pour les crèches 0-3,
pour les maternelles 3-6 et pour les élémentaires 6-9. Et alors notamment, vous proposez des répliques super punchline à certaines phrases. Donc quand on vous dit, si vous en souvenez pas, j'ai mon anti-sèche, hein, quand on vous dit, mais ça c'est un jouet pour les garçons. Oui, bah, par exemple, on peut dire, ah bon, mais il faut un pénis pour l'utiliser. Si la réponse est oui, c'est que ce n'est peut-être pas un jeu pour enfants. Et il y en a d'autres comme ça. Hors de question que mon fils joue à la poupée. Oui, parce qu'il risquerait de devenir... un bon père peut-être. Voilà. Et il y en a tout un tas. Je veux dire les barrettes, les sandalettes, c'est pas pour les garçons. On pourrait dire c'est pour les gens qui ont des cheveux, pour les gens qui ont des pieds. Enfin en fait voilà, on peut par l'humour désamorcer un petit peu ces représentations, je crois. Et aujourd'hui en France, quand j'ai appris ça, j'ai un peu halluciné. Un enfant sur 4, entre 8 et 12 ans, ne sait pas que les frites, c'est à la base des pommes de terre. Partant de ce constat, vous avez créé Botaki. Racontez-nous votre histoire. Oui, alors tout à fait, c'est vrai que c'est assez impressionnant comme chiffre. On a aussi 30% des enfants qui ne savent pas identifier une courgette. Et ça, c'est en France, donc on imagine bien que dans le monde, c'est un peu pareil, voire encore plus réel. C'est vrai que nous... initialement, en fait, tout est parti d'une conviction, c'est que les futures générations sont l'avenir forcément de la société. Et donc, si on veut que la révolution verte soit présente, en fait, ça passera forcément par l'éducation des futures générations. Et donc, nous, on a voulu créer tout un univers graphique pour stimuler la curiosité des enfants et leur donner envie d'aller découvrir cette nature et de la préserver. Concrètement, Botaki, c'est quoi? Je crois que vous avez ramené en plateau, on les voit, quelques produits. Ce sont des box pour les enfants qui les sensibilisent à l'environnement, c'est ça? Exactement. En fait, on a créé tout un univers graphique avec la tribu Botaki, et donc on a différentes thématiques qui sont abordées au travers des kits. Donc là, c'est l'espace, donc c'est un peu éloigné de la nature, mais en fait, c'était aussi un prétexte pour rappeler que la Terre est la seule planète habitable aujourd'hui. Et donc aussi passer par les essentiels que sont le système solaire, l'univers, etc. Et on a plein d'autres thématiques qui sont abordées, donc la forêt, les océans, le Grand Nord, le potager. On en a sur la botanique. Et donc... ce qu'on trouve à l'intérieur, ce sont des activités à construire en bois. Donc ici, c'était sur la thématique océan avec un catamaran, des planches de stickers pour pouvoir décorer son voilier et dans le cadre de l'abonnement, on a aussi des contenus éditoriaux sur cette thématique avec toutes sortes de jeux, d'ateliers, de quiz, de tests de personnalité et bien sûr en fait des contenus qui sont coécrits avec des spécialistes. Imaginons que j'élève mon garçon de manière féministe à la maison, mais un jour il arrive à l'école. Et là, il va quand même arriver dans un environnement où ça peut lui valoir des désagréments. Et c'est une inquiétude des parents que vous avez interrogés d'ailleurs. Oui. Et ça a peut-être été votre inquiétude, vous, en tant que mère. Oui, et c'est une inquiétude légitime parce qu'il y a vraiment, dès la maternelle, en fait, une sorte de rappel à l'ordre qui va avoir lieu de la part des adultes, de l'école possiblement, mais aussi des enfants. Ça, c'est pour les filles, t'as pas joué à ça. Donc, bien sûr qu'il y a un certain nombre d'enfants, c'est tout à fait normal pour s'intégrer, en fait, vont vite mettre de côté ça. Donc je crois que l'idée, c'est pas de forcer nos enfants à être des porte-étendards de nos propres valeurs, mais plutôt de les armer, en fait, et d'être à l'écoute de ce qu'ils nous disent aussi. Soit ils ont envie de porter ce t-shirt rose, ces petits garçons, donc ok, on peut les accompagner. Si à un moment donné, ils nous disent non, mais en fait, moi, tout le monde se moque de moi, je crois qu'il faut l'entendre aussi. Bien sûr. Il y a des paliers d'âge, dites-vous aussi. C'est vrai qu'il ne faut pas s'inquiéter, et notamment la différenciation garçon-fille. Il y a un moment où c'est normal. Enfin, je veux dire, tout à fait. Il y a différents stades dans le développement de l'enfant, et on sait qu'il y a des âges, notamment par exemple entre 5 et 7 ans, où il va y avoir une adhésion assez forte, filles comme garçons, au stéréotype de genre, et en fait c'est pas très grave, c'est pas un échec en soi, ce sont des passages obligés, de la même manière qu'au collège on va être davantage dans le mimétisme, là où au lycée on va s'autoriser davantage de singularité et pouvoir prendre de la distance par rapport à ça. Plus particulièrement, vous êtes venu effectivement avec une box et il y a plusieurs outils. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ces oursons ou alors de ces, de ces fiches? Alors, à quoi ça sert concrètement? Ça sert à développer le toucher? Comment on fait? Chez les tout petits, ça peut servir à développer le toucher, mais c'est plutôt... Alors, c'est la mascotte du programme. D'accord. Cette ours, justement, c'est le symbole des 4 valeurs de bienveillance, de tolérance, de respect et de courage. D'accord. Et c'est l'ami de tous les enfants.
Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avant tout sur la dynamique de groupe. Il a un nom ? L'ami ours. L'ami ours, tout simplement. Alors il s'appelle l'ami ours parce que l'idée c'est de ne pas le genrer, que ce soit pas une fille ou un garçon, pour que tous les enfants puissent s'identifier. Donc l'ami, ça peut être féminin ou masculin, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'ami ours. En danois, il s'appelle Bamseven. On a fait une traduction littérale du danois pour le moment. D'accord. Cet ours, donc, il vit dans l'école, il vit dans les classes. Il doit être un endroit qui est accessible pour les enfants. On peut lui construire une petite maison, une petite cabane. Et il peut servir aux enfants à différentes choses. Par exemple, un enfant qui a un chagrin parce que c'était un peu dur de quitter papa ou maman le matin en allant à l'école. Ouais. Il peut aller prendre l'ami ours pour se réconforter. Ça peut aussi être un autre enfant qui voit un enfant qui a un chagrin. Il peut prendre l'ours et lui amener pour lui montrer justement qu'il est là pour lui, pour lui montrer que il a repéré qu'il était triste. Et ce qui est très important aussi, c'est d'éduquer au consentement, d'enseigner le consentement de manière très simple, très concrète. Vous dites, on avait fait une émission spéciale ici à l'occasion de la sortie d'ailleurs d'un Que sais-je sur le consentement, qui est une approche très juridique et juridico-philosophique, parce que ça vient du droit. Et là, vous dites, attention, parce que si on va par là, on ne va pas s'en sortir. Voilà, l'idée, c'est pas de parler forcément du terme consentement à des enfants de 4 ans, mais par contre, prendre l'habitude, même avant de faire certains soins, avant d'embrasser, et d'exprimer aussi que nous, des fois, on n'a pas envie d'être touché ou autre, et pareil pour le ou la petite camarade. Mon corps m'appartient, je suis... Exactement, avoir ces discussions régulièrement. Tu me demandes, sois aimable de bien vouloir me demander mon avis. Exactement. Et arrêter de faire des bisous à la terre entière, notamment. C'est ça, voilà. Ce qui n'est pas toujours évident. Grande tante, parce que ça tombe toujours sur la grande tante, typique. Bon, voilà. Mais apprendre à nos enfants qu'ils ont le droit de dire non et que leur non mérite d'être entendu. Voilà. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de School qui fait un travail extraordinaire. Également à Loïc Landreau qui est avec nous. Merci beaucoup, merci à tous. Merci aujourd'hui à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Le maquillage, Laure Audemont. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Et à la rédaction, Laura Girard et Emma Ferret. Merci à toute l'équipe. Et puis merci à vous tous de nous suivre si nombreux. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 Box Orange et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.